Bonsoir et bienvenue dans cette émission Parlons Nutrition, réalisée par le Serin, le Centre de recherche et d'information nutritionnelle, le département santé de l'interprofession du lait. Alors son thème, les régimes d'exclusion info ou intox. Sans gluten, sans lactose ou encore sans sucre, les régimes d'exclusion sont tendance, ils font la une des magazines féminins, les rayons des supermarchés regorgent de produits sans gluten. Au-delà des vrais allergiques, beaucoup de nos concitoyens adoptent un régime d'éviction. Alors avec nos experts, nous allons faire un focus sur deux régimes d'exclusion, le sans gluten et le sans lait, pour essayer de comprendre le phénomène sociologique, pourquoi fait-on la chasse à certains aliments. Nous allons ensuite faire un état des lieux scientifique. Ces régimes alimentaires présentent-ils des dangers? Et enfin, nous essaierons de vous donner des outils pour répondre aux interrogations et aux craintes de vos patients. Le lactose, je pense, fait partie de ces éléments qui créent chez moi une réaction allergique. J'ai mal au ventre, ça me déclenche des douleurs abdominales, donc je n'en prends pas. C'est-à-dire que le lait, c'est important d'en consommer quand on est enfant, quand on est en pleine croissance, mais quand on est grand, le lait, on n'en a plus besoin. On n'a pas les enzymes pour digérer les produits laitiers. Il n'y a que l'enfant qui boit du lait et qui a ces enzymes-là. Moi, j'en consomme tous les jours du lait, tous les matins. Je regarde pas du tout les étiquettes. Je consomme ce dont j'ai envie. Ça nous reste sur l'estomac toute la journée et que ça fait une belle pâte dans l'estomac et c'est pas bon. Je suis parti voir un médecin et qui m'a dit que j'étais allergique au gluten, pour commencer. Et de surcroît que j'avais certaines graisses dans le sang qui étaient importantes et que j'ai éliminées grâce justement à l'élimination totale des produits laitiers, du pain sans gluten, etc. Le gluten, non, je fais pas du tout attention. Le pain, j'en mange, les pâtes aussi. Et j'ai même le sentiment qu'il m'en faut. Pour moi, c'est important d'avoir du gluten dans mes produits laitiers le matin, puisque c'est le seul repas que j'ai le temps de bien manger, de prendre le temps de manger le matin. Je ne suis pas sensible à la mode du sans gluten, ou du sans produits laitiers. Le fromage, je le garde parce que c'est le plaisir du vin charcuterie fromage à la française. Voilà. Alors sans plus attendre, je vous présente nos trois invités. Le professeur Jean-Michel Le Cerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur à Lille. Olivier Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien au Québec et auteur du blog Le Pharmacien. Et Gérald Bronner, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Alors, nous sommes installés pour une bonne heure au temps qu'un espace de coworking à Paris, mais à portée de clic, vous pouvez tout à fait réagir, nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag #SerinLive. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quand même une réaction un peu à chacun d'entre vous. Professeur Le Cerf, peut-être pour commencer, à ce micro-trottoir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait un peu hérisser le poil, si je puis dire ? Oui, sûrement. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu contradictoires. Hein, des personnes qui confondent allergie, intolérance. Voilà, donc... Bon, il y a sans doute une petite part de vérité, hein, toujours, et puis il faut respecter ce que les gens disent. S'ils sentent des choses, on les entend. Ouais, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées fausses. D'accord. Olivier Bernard, une petite réaction à ce micro-trottoir? J'ai beaucoup aimé le monsieur qui parlait du gluten dans ses produits laitiers. J'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens se fient beaucoup à leur intuition, à leurs impressions, pour dicter qu'est-ce que leur alimentation va être. Il y a du bon là-dedans, hein, parce que les gens, c'est vrai qu'ils connaissent leur corps. Mais il faut être capable de distinguer qu'est-ce qui est l'anecdote et puis qu'est-ce qui est un diagnostic médical, parce que ça a une importance sur la vie, toute notre vie au complet. Et vous, Gérald Bronner, ça vous inspire quoi, ces petites réactions? Un micro-trottoir n'est jamais représentatif de la vie de la population, bien entendu, mais là, on a quand même l'impression qu'il y a une surreprésentation des gens qui se déclarent intolérants ou allergiques au gluten ou au lait. Donc c'est déjà un premier indice intéressant. Oui. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Gérald Bronner, vous êtes donc sociologue, je le disais, auteur de La démocratie des crédules, paru aux presses universitaires de France. Alors donc, pourquoi, à votre avis, là on a vu, vous dites qu'il y a une surreprésentation, mais quand même, est-ce qu'il y a un engouement et pourquoi, à votre avis, il y a un engouement pour ces régimes d'exclusion et notamment le sans gluten? Si par engouement, vous voulez dire surgissement dans l'espace public d'une considération alimentaire qui n'était pas très présente auparavant, incontestablement. Un des symptômes les plus tangibles, c'est celui que vous avez donné dans votre introduction, c'est-à-dire le surgissement dans nos supermarchés d'une proposition de produits sans gluten qui n'existait pas auparavant et qui prend maintenant, il suffit de voir les rayonnages, un certain espace.
Alors comment expliquer ce succès? Il y a bien des façons, mais peut-être la façon la plus intéressante, c'est de se demander pourquoi les gens qui essayent, qui tentent le coup, eh bien pourquoi ils ont le sentiment que ça marche dans un certain nombre de cas. C'est ça le mystère, parce qu'évidemment quand vous avez un peu mal au ventre, vous ne digérez pas toujours bien, etc., vous vous dites après tout pourquoi pas. J'ai entendu parler de cette histoire d'intolérance au lait, d'intolérance au gluten, ou à ce que vous voulez d'ailleurs, et pourquoi ne serais-je pas moi-même le sujet de cette intolérance-là? Et vous faites un petit test sur vous-même, et dans certains cas vous avez l'impression que ça marche. Donc les gens ne sont pas stupides, ils ont l'impression simplement, dans leur expérience, qu'il y a quelque chose qui se produit. Ils connaissent leur corps, comme a dit Olivier Bernard, et une fois que cette impression s'est en quelque sorte enracinée dans votre vie quotidienne, il est très difficile avec un discours rationnel de faire reculer cette croyance. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette impression? C'est la vraie question. Il y a un effet que dans le monde de la médecine on connaît bien, qui est l'effet placebo, puis à l'inverse il y a aussi l'effet nocebo, c'est-à-dire l'impression d'effets négatifs en raison de la croyance que ces effets négatifs vont se produire. Pour vous faire comprendre, à ceux qui nous écoutent les processus psychosociologiques qui sont à l'œuvre, je comparerai avec les résultats que j'avais obtenus avec des étudiants, une étude que j'avais faite avec des étudiants de la Sorbonne à l'époque, qui était sur un sujet qui peut sembler très différent, mais en fait, ça se ressemble d'une certaine façon. Il s'agissait de voir, de tester la croyance à la voyance. On avait pris 2 échantillons, un échantillon de gens qui croyaient beaucoup à la voyance et un autre échantillon de gens qui croyaient moyennement à la voyance. Et on leur avait fait des prédictions avec une voyante personnalisée, et on leur demandait semaine par semaine si ces prédictions, elles s'étaient révélées être vraies dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel ou amoureux. Et on voyait une nette différence entre ceux qui croyaient beaucoup à la voyance et ceux qui y croyaient que moyennement. Évidemment, ceux qui y croyaient beaucoup voyaient ces prédictions beaucoup plus confirmées que les autres. Mais ceux qui ne le savaient pas, la ruse de l'expérimentateur, c'est que la prévision, en fait, c'est moi qui l'avais faite en découpant des éléments d'astrologie dans un magazine de télévision, et que c'était la même pour tous. Donc vous voyez que quand vous êtes armé d'une croyance préalablement et que vous cherchez dans votre vie, dans votre impression, vous allez avoir 1000 signes qui vont confirmer votre croyance préalable. D'accord. Olivier Bernard, donc je rappelle que vous êtes pharmacien au Québec et vous êtes auteur notamment du pharmacien différencier le vrai du n'importe quoi en santé. Alors, vous, outre-Atlantique, vous avez un peu une longueur d'avance souvent sur les régimes un peu bizarroïdes, on va dire. Ils existent depuis quand chez vous, outre-Atlantique, et est-ce que vous avez que du sans gluten ou du sans lactose ou du sans je ne sais quoi? En fait, depuis quand ça existe, c'est un phénomène que je dirais qui est assez récent quand même, donc c'est depuis quelques années, ou du moins ça s'est beaucoup accentué dans les dernières années. Donc évidemment, le lait, c'en est un, le gluten, c'en est un. On entend toutes sortes d'autres régimes aussi. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils vont passer un mois sans sucre. Par exemple. Donc là, on n'est pas sûr, est-ce qu'il parle des glucides, est-ce qu'il parle le sucre ajouté dans les aliments, est-ce qu'il parle de produits transformés? On a le régime hypotoxique aussi qui est supposé nettoyer nos cellules, des toxines qui s'accumulent, des diètes comme la diète paléo. Mais souvent, les gens, on se rend compte que quand on les questionne un peu, en posant quelques questions, ils n'ont pas vraiment une grande connaissance de qu'est-ce qui est en dessous de ces régimes-là. Mais est-ce qu'ils ont peur finalement peut-être, ou est-ce que c'est un rejet d'une forme d'industrialisation de notre mode alimentaire? Est-ce que ça peut être le signe de ça, à votre avis? À mon avis, oui. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes que les gens ont qui sont tout à fait légitimes. Certaines choses qu'on sait dans l'industrie alimentaire qui doivent définitivement être améliorées. Donc il y a une forme de méfiance que les gens ont, mais qui commencent à un moment donné à cibler toutes sortes de choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Alors vous, Jean-Michel Lecerf, donc je répète, vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur à Lille, auteur notamment de « À chacun son poids, la santé avant tout » paru aux éditions Odile Jacob. Alors vous, selon vous, d'où viennent ces peurs alimentaires? Parce que c'est un peu de l'ordre de la peur. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Peut-être quand même il faut souligner que ce sont des peurs qui ne surviennent que dans les pays très avancés, entre guillemets avancés comme le nôtre, où l'abondance alimentaire est devenue quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est un peu des enfants gâtés, il faut le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, et on est devenu un peu difficile. Et toi, qu'est-ce que tu as supprimé? Quoi, tu n'as pas encore supprimé ça? C'est incroyable. Tu devrais, franchement. Donc, on ne voit pas ça apparaître dans d'autres pays. Et ça, c'est la première chose qui me frappe. Deuxièmement, il y a quand même une pléthore d'informations
qui sont contradictoires, qui sont aussi animés par des gens qui ont des intentions qui ne sont pas toujours tout à fait justes, ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont des vrais problèmes n'existent pas. Il y a des vrais problèmes. Et en tant que médecin, moi je fais un diagnostic, je ne rejette pas ni les problèmes ni les gens, bien entendu. Mais face à toutes ces informations contradictoires, voilà, qui émanent de gens qui ne sont pas forcément très, très compétents d'ailleurs. Et puis c'est un peu entretenu, comme le disait Gérald Bronner tout à l'heure en introduction, dans les magasins, il y en a beaucoup. Quand vous voyez dans les magasins sans, alors il y a bien sûr, il y a sans lait, sans lactose, sans gluten, mais on a eu sans palme, sans aspartame, etc., tout ce que vous voulez. Ben, s'il y en a qui le suppriment, c'est que c'est pas bon. Oui, donc je vais tester. Non, mais c'est même pas uniquement ça, c'est que c'est pas bon, puisqu'on le supprime. Puisqu'il y a des gens qui le mettent en avant. Ouais. Qui disent « nous, on vend des produits sans ». Donc, c'est pas bon. Est-ce que ça ne peut pas être aussi le signe de… On ne peut pas dire que la science ait fait des miracles en termes de perte de poids, de régime alimentaire. Est-ce que, du coup, on ne s'invente pas des régimes miracles parce que la science n'a pas réussi à nous donner des solutions, finalement? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une quête indéniable, peut-être aussi un peu de nombrilisme, parfois, pour certains, et puis réellement de l'inquiétude, de l'anxiété. Il y a l'industrie qui est une espèce de flou, parfois considéré avec beaucoup de mépris. Il y a ces objets, comme le disait Claude Fischler, comestibles non identifiés, vous connaissez bien, les OCNI, et donc on nous cache quelque chose. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un ensemble de choses, et puis peut-être, c'est vrai, la médecine est parfois un peu prétentieuse, et donc elle ne répond pas à mes attentes. Enfin, quelqu'un a trouvé, et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu, et sûrement c'est quelqu'un qui… devrait être reconnu, il devrait avoir pignon sur rue. Donc il y a ceux qui vont annoncer ça vont se dire brimés par les scientifiques, les experts, qui sont tous, les experts, c'est connu, incompétents et payés par on ne sait qui. Donc il y a tout un ensemble de faits, et puis après, la rumeur fait son œuvre. Enfin, c'est votre domaine. Exactement, voilà. Pourquoi ces idées fausses, notamment sur l'alimentation, et peut-être spécifiquement sur l'alimentation, se diffusent si vite? Et est-ce que ça a à voir avec un phénomène proche de celui de la rumeur? Oui, tout simplement. Une rumeur, c'est tout simplement une information qui se diffuse, une information douteuse qui se diffuse. Traditionnellement, cette information, elle se diffusait par le bouche à oreille, puisqu'elle n'avait pas accès, en quelque sorte, aux médias officiels, ou très rarement, il y a quelques contre-exemples. Mais ce qui s'est produit, vous l'aurez remarqué, à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'est ce que j'appelle une dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire, en fait, une zone de porosité entre le marché conventionnel de l'information, qui était… disons, organisé, régulé en quelque sorte par des professionnels de l'information, qui étaient les journalistes, qui étaient les universitaires comme moi, les professeurs de médecine, les responsables d'associations. Enfin, il y a toutes sortes de personnes qui étaient considérées comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. Et alors, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a des aspects très positifs là-dedans, il y a eu une forme de dérégulation du marché qui s'est constituée et qui a permis à certains types d'argumentation qui existent depuis bien longtemps. Il n'y a pas eu besoin d'attendre Internet pour voir ces modes d'argumentation exister. Mais auparavant, ces modes d'argumentation existaient dans des espaces de radicalité. Et cette dérégulation du marché de l'information, elle a permis à ces modes d'argumentation d'essaimer dans l'espace public. Ouais. On prendrait un seul exemple qui relève de la santé publique, mais pas directement de l'alimentation, mais qui est quand même très inquiétant, qui est l'exemple des vaccins. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que ça relève exactement du même phénomène de diffusion, j'entends Il faut faire une étude, bien sûr, spécifique pour chaque produit. Ouais. Mais globalement, il y a des processus qui se ressemblent. Il faut savoir quand même que des argumentaires anti-vaccins, c'est pratiquement aussi vieux que les vaccins. Vous aviez des groupes qui soient souvent religieux, par exemple, ou même des groupes politiques qui s'opposaient à la question de la vaccination. Et donc ces argumentaires existaient, mais ils n'essaimaient pas dans l'espace public. Et ça, on le voit aujourd'hui même, disons, tout simplement par des sondages. Songez qu'au début des années 2000, il y avait environ 9% des Français
qui se méfiaient des vaccins, ce qui est déjà tout à fait inquiétant. Et selon les études, on a 20 à 40% des Français aujourd'hui qui se méfient des vaccins, soit 2 à 4 fois plus. Ce qui est considérable si vous supposez que cette croyance va peut-être précéder des abstentions de vaccination. Et peut-être qu'il va y avoir un recul de la couverture vaccinale. Pour des questions comme la rougeole, par exemple, on sait qu'en deçà de 95%, il y a une réapparition. Il y a une réapparition de cette maladie. On l'a vu notamment sur la côte ouest des États-Unis. Et ce qu'il y a de plus surprenant là-dedans, c'est que les populations qui sont touchées avec des cas de rougeole mortels sur la côte ouest des États-Unis ne sont pas forcément des populations qui manquent d'éducation, etc. Au contraire, sont des catégories plutôt supérieures, très éduquées. À tous ces médias sociaux, à tous ces... Et qui, comme il a été dit, essayent de forger en quelque sorte une culture qui se fait souvent contre l'expertise scientifique et médicale. Et si on revient juste 2 minutes sur l'alimentation, est-ce qu'il y a quand même quelque chose autour qui touche particulièrement l'alimentation, de la pensée magique, vous voyez, le lait, c'est que pour ça. Enfin, il y a des choses qui sont un peu ancestrales, voilà, des pensées un petit peu... L'alimentation est évidemment quelque chose qui est particulièrement touché par ces croyances parce que c'est ce qu'il y a de plus intime. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, du monde extérieur et que vous ingérez. Donc il y a des phrases du genre « vous êtes ce que vous mangez », etc. C'est des phrases très, très ambiguës mais qui montrent bien que l'imaginaire de la contamination, de la pollution, de l'empoisonnement même, évidemment, sont connexes au problème de la nourriture. Ce qu'il y a, il me semble, d'assez nouveau, c'est qu'auparavant, c'était des produits assez nouveaux, comme l'aspartame, par exemple, qui constituait une forme d'innovation technologique et qui était ciblée par la méfiance. La nouveauté dans le domaine alimentaire a toujours suscité la méfiance. Je veux dire, la pomme de terre, ou plus récemment, je veux dire, les kebabs, etc. Je ne vais pas raconter ici les histoires qui tournent autour de ces nouvelles formes d'alimentation. Mais ce qui est tout à fait nouveau et d'inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ces rumeurs alimentaires, elles touchent aussi, pas seulement, mais elles touchent aussi des produits qui étaient, disons, traditionnels dans notre alimentation, comme le lait, en effet, ou le pain. Très bien. Passons, oui, vous voulez ajouter, bien sûr, allez-y. Il y a peut-être aussi ce désir de revenir à une alimentation ancestrale, paléolithique. Autrefois, c'était mieux, c'était forcément très bien. Et il n'y avait pas l'élevage, il n'y avait pas la culture, etc. En fait, c'est tout à fait faux, bien entendu. L'espérance de vie était sûrement très courte. Et il y a une idéologie quand même derrière, c'est-à-dire rejeter à la fois l'industrialisation et puis rejeter quand même un peu la spécificité de l'homme. On voit très bien pour les produits laitiers, on le voit très bien. Il y a le discours qui fait mouche à tous les coups, c'est il n'y a pas de raison que l'homme soit la seule espèce animale à consommer le lait d'une autre espèce à l'âge adulte. Quand vous dites ça, vous êtes sûr que vous avez tout le monde qui dit « Ah oui, c'est vrai ». Mais en réalité, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas plus de sens que de dire l'espèce humaine est la seule à faire des milliers d'autres choses différentes des autres animaux. Et donc, il y a une idéologie très connue qui s'appelle l'idéologie antispéciste, contre la spécificité de l'espèce humaine. Revenons des animaux comme les autres animaux. Nous ne sommes que des animaux. Ça se voit d'ailleurs. Alors, nous avons une petite réaction sur Twitter. On nous dit, voilà, je tiens aussi à signaler qu'il y a beaucoup de spécialistes qui diffusent en fait ce type de régime. Alors, spécialistes en tout genre, quel est votre Olivier Bernard, vous acquiescez effectivement c'est quelque chose que vous voyez? C'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent quand je travaille à la pharmacie. Des fois, donc, des gens viennent, me disent j'ai cessé par exemple le gluten, j'ai cessé tout ce qui contient du lactose. Puis là, on les questionne, ils me disent c'est mon médecin qui m'a recommandé de faire ça. Puis là, en questionnant un peu plus, on se rend compte qu'il n'y a pas de test qui a été fait, il n'y avait pas nécessairement non plus de symptômes qui justifiaient une exclusion complète de ces produits-là. Puis là, on se rend compte que les professionnels de la santé sont vulnérables à ce genre d'informations-là aussi. Et puis, comme les arguments qu'on mentionnait tout à l'heure semblent un peu banals, mais en fait ont énormément de poids, même pour des scientifiques. Alors justement, nous y reviendrons dans la troisième partie de cette émission pour voir comment peuvent réagir les professionnels de santé. Mais là, passons maintenant à la deuxième partie de cette émission. Les régimes d'exclusion gagnent du terrain, on l'a bien compris, donc ils font beaucoup parler d'eux. Dans les médias, on le disait, sur les réseaux sociaux, mais aussi donc dans l'intimité de nos cuisines. Maintenant, qu'en dit la science? Y a-t-il un bénéfice à bannir le lactose ou le gluten? Mais surtout, y a-t-il un risque pour la santé à se lancer dans de tels régimes d'exclusion? Dans la deuxième partie donc, de cette émission, nous allons faire le point sur l'état de la science et faire la chasse aux idées reçues.
Pour planter le débat, nous sommes allés interroger un médecin généraliste de terrain, le docteur Francis Abramovici. La vague du sans gluten ou du sans lait a-t-elle atteint son cabinet? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vois de plus en plus de patients préoccupés par la consommation de gluten et de lactose dans mon cabinet, en particulier ces derniers temps par le gluten peut-être, qui se sont mis à des régimes d'exclusion complète du gluten et qui, pour certains, me disent avoir maigri et se sentir mieux. À partir du moment où ils se sont mis à ce régime d'exclusion, ils prennent le risque d'avoir une vraie intolérance au gluten, dont on sait qu'elles sont plus fréquentes qu'on ne le pensait, y compris chez la personne âgée, mais qu'en même temps, on ne pourra pas en faire le diagnostic puisqu'ils sont déjà sous régime et que de ce fait, eh bien, ils risquent de continuer le régime pour rien si ça n'était pas nécessaire. J'ai vu venir des patients qui, après avoir vu des ostéopathes dans le coin, peut-être que l'école d'ostéopathie qu'on a dans notre région a véhiculé cette information-là, s'étaient mis à des régimes sans lactose, comme s'il y avait un rapport entre leur douleur musculaire ou articulaire, le travail de l'ostéopathe et de lactose, ce qui me semble une sorte de raccourci bien peu prudent. J'aurais tendance à leur laisser le choix de faire ce qu'ils en veulent et de m'attacher à d'autres choses pour la plupart du temps. Parce que s'ils me disent qu'ils vont mieux, est-ce qu'il est possible que la science n'ait pas prouvé tout dans tous les domaines et qu'un individu s'en trouve mieux? Est-ce qu'ils y vont avec le sentiment qu'après l'amélioration est liée à leur régime? Probablement. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est liée au fait qu'ils prennent en main leur santé eux-mêmes. Et que du fait de cet effet qu'on appelle placebo, alors ils ont une amélioration. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas l'effet de beaucoup de mes consultations? Alors, je rappelle que donc, vous pouvez réagir sur Twitter au hashtag SerinLive. Alors, Olivier Bernard, justement, une petite réaction peut-être à ce que vient de nous dire le docteur Abramovici. Un point positif, je dirais, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Au moins, ils prennent en charge leur santé. C'est ce que vous retenez, vous aussi, quand vos clients viennent voir dans la pharmacie avec des propos pas forcément cohérents, mais au moins, ils prennent en charge leur santé. Tout à fait. Ça m'a beaucoup rejoint ce qu'il vient de mentionner parce qu'effectivement, je crois que c'est facile de mettre le blâme sur les gens en leur disant « Vous avez écouté les mauvaises personnes, vous avez écouté les mauvaises informations, voilà, vous êtes responsable, vous n'avez rien qu'à pas écouter ça. » Mais je pense que c'est important qu'on regarde peut-être ce que nous, on a fait de pas correct en même temps. Peut-être qu'on n'a pas bien expliqué certaines informations, peut-être qu'on n'a pas bien expliqué notre rôle aussi. Beaucoup de gens vont voir leur médecin puis n'ont pas l'impression que le discours qui leur est présenté les rejoint au niveau de la nutrition, entre autres. Donc, je pense qu'on devrait en profiter pour jeter un regard sur les conseils qu'on donne, puis peut-être améliorer non seulement nos connaissances, mais aussi la relation qu'on a avec les patients. C'est ce qu'on va essayer de faire, d'améliorer les connaissances. Donc, on va essayer de donner quelques chiffres au début de cette deuxième partie. Donc, on évalue aujourd'hui qu'environ 1 personne sur 100 est intolérante au gluten, autrement dit, atteinte de maladie cœliaque. Alors, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est quand même pas une épidémie non plus. C'est vrai que c'est... par ailleurs, il y en a certains qui souffriraient d'une hypersensibilité au gluten. Alors, Jean-Michel Le Cerf, est-ce que déjà, on pourrait essayer d'y voir plus clair avec des définitions et bien expliquer la différence entre l'intolérance et l'hypersensibilité? Oui, alors c'est relativement simple. L'intolérance au gluten est une maladie auto-immune qui a des origines donc en partie génétiques et qui se traduit par une maladie intestinale sévère déclenchée par la présence de gluten, qui n'est pas la cause, mais qui est un facteur déclenchant. La cause, elle est dans l'individu, elle est auto-immune, comme on dit. La cause principale de l'intolérance au gluten, c'est cette maladie cœliaque. On ne sait pas très bien la fréquence, mais effectivement, c'est 1 personne sur 100 ou sur 200, plus fréquent qu'on l'imaginait il y a quelques années, des formes silencieuses, des formes tardives, et ça nécessite un vrai régime d'exclusion où, tenez-vous bien, on ne peut pas supporter, pour vraiment rester en bonne santé, plus de 50 mg de gluten par jour. 50 mg par jour. Et donc, c'est dire que ce régime doit être sérieux, et qu'il faut par conséquent faire un vrai diagnostic. Il ne faut absolument pas se lancer dans un machin comme ça. Soit on le fait parce qu'il y en a besoin, il faut le faire parfaitement, soit si il ne faut pas le faire, on ne va pas s'embêter à 50 mg près. C'est une histoire de fou. Ça, c'est une première entité. La deuxième entité est très floue, et aujourd'hui, les spécialistes ne la reconnaissent pas encore vraiment. C'est ça, l'hypersensibilité n'a pas de... C'est pas une maladie, c'est pas un symptôme reconnu comme tel? Non, on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui ont peut-être une hypersensibilité au gluten. En tout cas, ils disent
avoir des symptômes quand ils mangent certains aliments qui contiennent du gluten. Mais en réalité, on sait que ça peut tout à fait être lié à d'autres composés présents dans l'alimentation, y compris présents dans le blé, par exemple, des molécules qu'on appelle des fructanes ou des molécules comme celle-là, qui vont entraîner un effet indésirable, notamment sur un intestin fragile qu'on appelle le côlon irritable, par exemple. Et donc, quand vous avez la rencontre de ces choses-là, si on vous dit que c'est le gluten, vous dites que c'est le gluten, mais en fait, ce n'est pas forcément ça. Et des études en double aveugle ont été faites, où on dit aux gens, voilà, vous allez supprimer le gluten, mais en fait, on ne supprime pas le gluten, on le maintient, mais on ne leur dit pas, etc. Et on se rend compte que, en fait, ils supportent le gluten, mais ils ne supportent pas, dans l'immense majorité des cas, d'autres nutriments qu'on appelle les petits sucres, aujourd'hui à qualifier de FODMAPs. Mais qui ne sont pas forcément non plus la cause. Mais ça veut dire qu'on fait quoi? Parce que là, on a bien compris, quand on est intolérant, voilà, on n'a pas le choix. Mais dans l'hypersensibilité, on fait quoi alors? Dans l'hypersensibilité, il faut d'abord éliminer une vraie maladie cœliaque. Parce qu'on ne va pas s'embêter à faire un régime très strict s'il n'est pas utile. D'autant que la maladie cœliaque est une maladie sérieuse, puisque c'est une cause de tumeurs rares, mais très graves de l'intestin. Donc il faut absolument faire un diagnostic. L'hypersensibilité, on ne sait pas. On ne sait pas, et aujourd'hui, il ne faut surtout pas se lancer là-dedans sans avoir éliminé cette maladie. Et puis ensuite, eh bien, on peut y aller à tâtons. Mais moi, ce que je vois, et je l'ai vu encore la semaine dernière, c'est une personne qui est allée voir un médecin, alors je ne dirai pas son nom et je ne dirai pas ses qualifications, mais bon, c'est assez dramatique. Elle s'est retrouvée avec une liste invraisemblable d'interdits où il n'y avait pas de lait, pas de gluten, pas de sucre. Et que pouvait-elle manger, cette femme? Elle était affamée, en état de misère, et bon voilà, elle va droit à la dénutrition. J'en ai vu une autre quelques jours avant, qui avait supprimé également tous ses produits, qui s'était payé, si je puis dire, un tassement vertébral manifeste. Bon, voilà, donc ça c'est la réalité. Donc bien sûr, il faut écouter les gens, mais nous, en tant que professionnels, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter les gens. On doit dire, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, peut-être que vous avez quelque chose qui pose un problème. On va voir. On va voir si, voilà, on va voir s'il y a une part de vrai. Et puis, s'il n'y a pas une part de vrai, on va expliquer en quoi il pourrait retrouver une meilleure alimentation, une meilleure santé. Alors si on revient à nos chiffres concernant le lait cette fois, l'allergie aux protéines du lait concernerait 1 à 3% des enfants, mais elle est rarissime chez l'adulte et en fait elle se déclare, donc on le sait, à peu près le plus souvent avant 3 mois et dans la grande majorité des cas, 9 cas sur 10, elle a disparu à l'âge de 8 ans. Et il y a à peu près 6 à 10% donc, de la population française adulte qui est intolérante au lactose pour une quantité supérieure à 12 grammes de lactose, c'est-à-dire en gros un bol de lait à jeun. Donc 90 à 95% restants, il n'y a pas de problème, on peut consommer du lait. Donc là aussi, professeur Le Cerf, on distingue bien l'allergie aux protéines de lait de vache, de l'intolérance au lactose, on fait bien le oui, distinguo. Ça n'a rien à voir. L'allergie est une maladie immunologique qui est liée à une réaction de l'organisme avec des anticorps tout à fait particuliers et qui justifie la suppression totale, transitoire, mais totale, des protéines du lait de vache. Donc du lait de chèvre ou du lait de brebis, il y a toujours une immunité, une allergie croisée. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que la vache, il y a tout le reste. L'intolérance au lactose n'est pas du tout allergique, c'est, j'allais dire, mécanique, enzymatique, en sachant que dans le monde, il y a 40 cas mondiaux d'alactasie, des gens qui n'ont pas du tout de lactase. Alors là, ceux-là, il faut vraiment qu'ils n'en mangent pas du tout. Les autres, c'est un degré variable de déficit, mais qui ne va pas toujours se traduire par une intolérance. Parce que pour qu'il y ait intolérance, il faut qu'il y ait symptômes. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une lactase qui ne marche pas très bien, mais pour autant pas de symptômes. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes déclaré avec une intolérance que vous avez réellement à supprimer. En tout cas, certains aliments doivent être maintenus. Donc, pas de décision abrupte, quoi. Gérald Bronner, justement, on voit, il y a des notions précises, comme vient de nous l'expliquer Jean-Michel Le Cerf, d'allergie, d'intolérance, d'hypersensibilité. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont des anti-gluten, des anti-lait, jouent à dessein avec ces notions-là, alimentent la confusion, je dirais?
D'abord, elles ne sont pas si précises que ça, comme il a été bien mentionné. Il est précis, et après, c'est vrai voilà, que... il y a tout un spectre où le diagnostic n'est pas aisé à faire, où il est subtil, et il convient quand même de ne pas... Enfin, je ne suis pas médecin moi-même, mais il me semble que les médecins doivent se méfier à veiller à ne pas enfermer leurs patients dans une croyance qui serait autoréalisatrice en quelque sorte. Même s'il y a l'argument qui a été donné tout à l'heure par le médecin en disant oh, ça n'a pas l'air de leur faire de mal dans certains cas, ils disent qu'ils se sentent mieux, etc. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut les enfermer dans un rapport névrotique à l'alimentation. Et plus grave que cela, ça peut être des parents. Et ces parents peuvent reporter leurs croyances sur les enfants et les nutritionnistes, alors je parle sous votre contrôle, vous diront que dans les milieux hospitaliers, on voit tout de même arriver, dans certains cas, des enfants qui présentent de graves carences en raison des croyances qui étaient portées par leurs parents. Donc c'est un sujet assez sérieux. Et par ailleurs, ce sont des sujets qui sont très techniques. On voit, il y a plein de termes très précis qui nécessitent justement la présence d'un expert. Eh bien, ça c'est une des caractéristiques des croyances contemporaines. C'est-à-dire que si on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les rumeurs, la plupart du temps, avant l'apparition de cette dérégulation du marché, les rumeurs, elles se produisaient par le bouche-à-oreille. Et comme elles pouvaient se diffuser par le bouche-à-oreille, elles étaient assez peu argumentées, puisque tout simplement un cerveau humain peut retenir assez peu de choses dans l'oralité. Donc vous voyez, c'était voilà, non, un peu plus, en tout cas 7 éléments à court terme. Et donc, évidemment, le caractère scriptural maintenant de la diffusion de ces rumeurs, elles permettent de créer des propositions qui sont beaucoup mieux argumentées, qui sont techniques et qui, évidemment, déboussolent totalement la plupart de nos concitoyens, dont je fais partie, parce que moi, je ne suis pas un médecin, et bien, je suis souvent démuni face à des types d'argumentations qui paraissent, disons, très techniques. Et alors, qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Quand vous êtes dans un état d'incertitude, vous avez d'un côté des médecins qui, certes, sont en plus grand nombre, mais vous ne le savez pas. En tant que patient, vous ne savez pas que ces médecins-là sont en plus grand nombre et qui représentent l'orthodoxie en quelque sorte de la médecine. Et vous avez d'autres types de médecins qui vous disent autre chose. Donc vous suspendez votre jugement la plupart du temps. Et l'esprit est ainsi fait que dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe. Et c'est ce que nous faisons souvent. Dans le doute, je ne sais pas. Donc on est confronté à des gens qui ne croient pas forcément fermement que c'est dangereux pour eux le lait ou le gluten, mais qui se disent... Principe de précaution. Voilà, principe de précaution en quelque sorte. Je vais m'abstenir dans le doute et je vais essayer des régimes alternatifs. Et évidemment, personne ne va leur dire que ces régimes alternatifs comportent aussi souvent des coûts qui sont bien supérieurs à ceux qu'ils croient prendre lorsqu'ils abandonnent par exemple le lait ou le gluten ou toutes sortes d'autres choses. Alors comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a des discours un peu techniques, exprès sans doute pour alimenter. Il y a aussi on entend beaucoup de choses. Je vais vous proposer un petit quiz à tous les trois pour ce qu'on entend le plus souvent dans la rue. Par exemple, le blé n'est pas du tout, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, le blé n'est pas du tout le même qu'il y a 50 ans. C'est pour ça que je suis allergique au gluten. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de choses, Olivier Bernard? En fait, c'est tout à fait juste. Le blé n'est pas le même qu'il était à la préhistoire. Les gens nous proposent, par exemple, ils parlent de la diète paléo. Ils nous disent qu'on devrait manger le même blé que nos ancêtres. C'est malheureusement impossible. Puis il n'y a pas juste l'industrie agroalimentaire qui modifie le blé, il y a aussi l'évolution, n'est-ce pas? Donc le blé est une plante qui a probablement changé, qui contient peut-être plus de gluten. Est-ce que c'est une manipulation diabolique de l'industrie? Ça, on ne saurait le dire. Mais ça, c'est déjà une chose qu'on peut faire remarquer aux gens quand même, c'est qu'il y a des non-sens beaucoup dans ce qu'on croit par rapport à, historiquement, qu'est-ce que la nourriture était avant. Si vous leur dites oui, effectivement, ça a bien évolué, vous allez... En réalité, sur le plan génétique, la plante a pratiquement pas évolué en termes de gluten. C'est-à-dire que la génétique du gluten ancestral est la même. Que maintenant il y ait des blés qui aient des rendements qui soient différents, c'est tout à fait exact. Bien sûr. C'est d'ailleurs recherché. Qu'on dise qu'on mange plus de gluten qu'avant, c'est tout à fait faux. On en mange de moins en moins. Et donc, ce n'est pas parce qu'on en mange de plus en plus, puisque la source principale du gluten, c'est le pain. Et on mange de moins en moins de pain. Donc, après, il y a peut-être des choses qui peuvent expliquer des sensibilités. Il y a de l'environnement dans la plante qui peuvent être différents, hein, ça c'est sûr. Il y a des modes de transformation au niveau de la boulangerie qui peuvent jouer un rôle. Il y a aussi, parce qu'on cherche toujours un coupable pour n'importe quoi. Et le coupable n'est pas forcément là où on pense. S'il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux, ce n'est pas forcément à cause des aliments qu'il faut rentrer, c'est peut-être parce qu'ils ont une perturbation de leur flore intestinale. Pour des tas d'autres raisons. Et donc, en fait, si vous voulez, on cherche un peu le bouc émissaire et il est facile d'en trouver un. Et c'est ça, je pense qu'en sociopsychologie,
Quand vous avez trouvé enfin Ouais. un coupable, qu'est-ce que vous êtes content. Ouais. Et donc vous avez tout misé sur celui-là qui est responsable de tous vos maux. Et comme il y a l'effet nocebo, qui est extraordinaire, cet effet nocebo, eh bien vous êtes sûr que c'est ça. Ouais. Alors, une autre affirmation sur laquelle je voulais que vous réagissiez, notamment pour les kinés et les ostéopathes qui nous regardent, ma consommation de lait est à l'origine de mes douleurs articulaires. On répond quoi à ça? Bon, on répond qu'il n'y a aucune étude qui a montré quelque chose de ce type-là. Les études montrent plutôt l'inverse. D'une part, que les produits laitiers ont un effet biologiquement anti-inflammatoire. D'autre part, que les études sur lait et arthrose montrent plutôt une régression de l'arthrose chez les consommateurs de lait. Et enfin, que sur les maladies inflammatoires chroniques rhumatismales, les études ne montrent pas du tout cela. Alors maintenant, il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait des études qui montrent des choses. Mais dans l'état actuel des connaissances, on n'en voit pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont mieux. Premièrement, ça se peut. Deuxièmement, quand vous changez quelque chose dans votre alimentation, il se passe beaucoup de choses. Troisièmement, quand on vous a dit que cet aliment était mauvais, c'est l'effet nocebo. Puis quatrièmement, moi, dans mon expérience, où j'ai vu beaucoup de gens qui arrêtaient le lait pour des raisons articulaires, au bout de quelques mois, cet effet qui était sans doute en partie, j'allais dire psychosomatique, mais peut-être pas totalement, mais en très grande partie, me semble-t-il, disparaît. Donc prudence, prudence, prudence. Et surtout, le problème, c'est qu'on va toujours donner des arguments pour des maladies que la médecine a du mal à soigner. Les rhumatismes en particulier. Oui, d'accord, évidemment. Pas pour les maladies que la médecine sait soigner. Justement, vous parlez des études. Sur les régimes d'exclusion, précisons les dangers que ça peut représenter. Pour une personne qui, évidemment, n'a pas de maladie cœliaque, quel est le risque si elle élimine le gluten alors qu'elle n'a pas de raison? Est-ce que ça présente un risque d'abord? Alors, pour le gluten, la situation est assez simple. Il n'y a pas de grand danger à supprimer le gluten. Simplement, on se complique la vie pour rien, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut déséquilibrer son alimentation, mais on peut aussi tout à fait l'équilibrer. Donc, c'est pas dramatique. Les études sont pas évidentes là-dessus, sauf les gens qui ne savent plus quoi manger, qui ne savent plus sortir en société. Il faut emporter son petit tupperware avec son machin sans gluten, c'est compliqué. Surtout si ça ne sert à rien. D'accord. Un tweet qui nous arrive, que je voulais vous faire commenter. Peut-on guérir des allergies alimentaires diagnostiquées sur la base d'analyses de sang? Quelle est la valeur de ces analyses? Non, les tests, moi je peux parler parce que je vois par chez nous, là, malheureusement, il y a beaucoup de tests qui sont pratiquement frauduleux, malheureusement, des tests d'allergie alimentaire qui sont basés sur, entre autres, les anticorps IgG. Puis malheureusement, on comprend très mal comment ces anticorps-là sont modulés en fonction de l'alimentation. Et puis souvent, les résultats de ces tests-là n'ont aucune valeur. Vous demandez à un médecin allergologue, il va vous dire qu'il ne serait pas capable de conseiller quoi que ce soit sur la base d'un test comme ça. Mais malheureusement, c'est de plus en plus vendu aux gens. Et c'est des tests qui coûtent franchement très cher, d'ailleurs. Oui, et qui renforcent forcément l'idée de la croyance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un résultat scientifique... Pseudo-scientifique. Voilà, pseudo-scientifique, oui. Sur, premièrement, interrogatoire. Deuxièmement, des symptômes. Parce qu'il faut des symptômes pour qu'il y ait une allergie. Ensuite, il faut des IgE qui soient élevés dans le sang. Et puis, il faut des tests cutanés. C'est 4 éléments pour le diagnostic d'allergie. Mais pas ces tests d'allergie alimentaire qui sont fumeux. Alors, pour le lait, c'est un peu une autre histoire. Vous disiez pour le gluten, donc pas de réel danger avéré pour le moment à l'éliminer, en tout cas. Pour le lait, si on l'élimine, évidemment, toujours sans raison réelle et sérieuse, est-ce qu'il y a un risque? Professeur Le Serre? Oui, il y a un risque parce que, d'une part, le lait nous apporte beaucoup de nutriments, mais d'abord, il y a un risque parce que les bénéfices de la consommation de lait par rapport à la non-consommation de lait sont bien avérés. Et dans beaucoup de domaines. Mais par exemple, en termes de risque, pour vous rester, par exemple, en termes de fracture, on va voir à l'écran, il y a des chiffres. Beaucoup d'études ont montré que les gens qui ne consommaient pas de lait, soit parce qu'ils avaient une raison X ou Y, soit parce qu'ils étaient intolérants, avaient un risque accru de fracture par rapport à des gens qui en consommaient ou qui n'étaient pas intolérants au lactose. Donc ça, c'est un risque qui est quand même nettement accru, puisque dans cette étude, par exemple, c'est un risque accru de 33%. Pour l'ensemble des fractures et de 115% pour les fractures des membres inférieurs. Donc c'est quand même beaucoup. Ça, c'est le premier risque. Il y a aussi des risques qui sont très importants et intéressants et émergents. C'est un risque accru de diabète, très net, très augmenté, 30 à 40%. Un risque accru d'hypertension artérielle, très augmenté aussi, 20 à 30%. Un risque
Un risque également accru de cancer du côlon, puisque les produits laitiers diminuent le risque de cancer du côlon. Et puis, un risque également sur la santé musculaire et enfin sur la mortalité cardiovasculaire. Et de ce point de vue-là, il y a des études sur la santé cardiovasculaire qui montrent une réduction d'environ 30% du risque de mortalité cardiovasculaire chez les gens qui consomment des produits par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il faut en consommer de trop. Mais enfin, non, on a un bénéfice voilà, tout à fait. Scientifiquement prouvé, la consommation. Les études sont cohérentes là-dessus. Voilà. Ce sont des aliments, si vous voulez, qui ont de multiples effets, pas parfaits. Hein. Le lait n'est pas un aliment parfait. D'abord, c'est une grande famille, il y a beaucoup de produits. Hein. Il y a le lait, il y a les yaourts, il y a les produits laitiers frais, il y a les fromages. Et puis, ils ont une composition extraordinairement complexe. Hein. Donc, le lait n'est pas source uniquement de calcium. Oui, c'est ça. Dans l'imagerie populaire, on pense immédiatement au calcium. Il y a d'autres nutriments. C'est l'aliment le plus complexe qu'on connaisse, et pas le plus complet, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le plus complexe en termes de minéraux, calcium, phosphore, zinc, sélénium, iode, très important, vitamine B2, vitamine B12, vitamine A aussi pour certains produits laitiers, protéines bien entendu, et puis des quantités astronomiques d'acides gras extrêmement intéressants et d'autres choses. Olivier Bernard, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, ce qui n'est pas nécessairement un risque, mais qu'on doit quand même porter attention, c'est quand des gens nous approchent en nous disant « j'ai éliminé certains aliments », malheureusement, on les réfère pas souvent vers un professionnel de la santé qui a une spécialisation là-dedans. Par exemple, une personne qui nous annonce « j'ai décidé de devenir végétarien, vegan, et puis pour des raisons environnementales ou quoi que ce soit », on se doit de respecter ce choix-là. Mais à ce moment-là, on doit aussi s'assurer que l'alimentation demeure équilibrée. Donc à ce moment-là, je crois qu'une personne qui nous annonce « j'ai cessé tel aliment », bien là, à un moment donné, si on respecte son choix, je pense qu'on a aussi la responsabilité de s'assurer que son alimentation reste bonne, parce qu'il y a toujours moyen d'aller chercher les nutriments ailleurs, mais c'est vrai que, comme dans le cas des produits laitiers, par exemple, c'est plus difficile d'aller chercher, par exemple, tout le calcium qu'on a besoin. Puis avec une consultation vers un professionnel, c'est beaucoup plus facile. De voir l'alimentation dans son ensemble et pas par ce petit bout de la lorgnette qui risquerait de déséquilibrer tout l'ensemble. C'est ça que vous dites? Tout à fait. D'accord. Un tweet. Et en ce qui concerne l'autisme et l'hyperactivité, est-ce qu'on a des notions, des données scientifiques qui liraient voilà. Il y a toute une série de théories sur autisme et puis caséine, et donc la protéine du lait, et puis gluten aussi. Cette littérature, elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire qu'il y a des fragments de choses intéressantes, et puis il y a des gens qui ont tout mis bout à bout et disent on a trouvé pour l'autisme. Franchement, c'est un peu prétentieux. Il n'est pas exclu cependant que pour un petit nombre d'enfants autistes, il y ait des bénéfices mais c'est vraiment un tout petit nombre. Les études sont en faveur de peut-être 2 à 5% d'une suppression partielle ou totale de caséine ou de gluten. On ne sait pas très bien l'origine, mais il se peut que ça soit lié au fait que ce sont des enfants qui sont hypersensibles et qui ont beaucoup de problèmes digestifs pour des tas de raisons. Et ils vont mieux quand ils ont moins de douleurs abdominales, si par hasard ils ont effectivement un problème, soit de côlon irritable, soit de sensibilité particulière ou d'intolérance au lactose. Ça se peut. On voit bien qu'on n'a pas de vérité sur le sujet, hein. La science évolue. Est-ce qu'il y a malgré tout des recommandations officielles sur le sujet, sur la consommation de lait, la consommation à laquelle les gens peuvent se référer? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Le Saff, il y a pas mal de personnes dont on dit oh, ben, ça doit être un expert, mais il doit être vendu à l'industrie ou je ne sais quoi. Donc, beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il y a des recommandations officielles qu'on peut mentionner? Oui, il y a deux types de recommandations officielles. Il y a les recommandations en termes de nutriments, qui sont des recommandations classiques, des apports nutritifs conseillés pour la population française. Mais dans tous les pays du monde, toutes les recommandations sont quasiment identiques. Pour le calcium, par exemple, entre 800 et 900 mg, par exemple. Il n'y a pas un pays qui ne dit pas ça. L'OMS donne des chiffres qui sont différents, mais qui n'ont pas la même signification en termes de santé publique. Donc, il faut faire attention à ne pas comparer des choses non comparables. Après, il y a des recommandations en termes d'aliments. Et là, le programme national nutrition santé dit 3 produits laitiers par jour. Eh bien, pour les gens qui ne veulent pas, ne peuvent pas en consommer, eh bien, il y a des conseils à leur donner, effectivement. Il y a des conseils à leur donner. C'est parfois un petit peu difficile quand même, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire le plein de tous les nutriments en supprimant toute une catégorie d'aliments. Très bien. Alors justement, passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette émission,
Le constat est posé, la mode des régimes d'exclusion se répand en France. Pourtant, on l'a vu, aucune étude scientifique ne valide leur intérêt, en dehors évidemment des cas d'allergie ou d'intolérance avérés. Reste maintenant à savoir ce que l'on peut dire et faire face à des patients de plus en plus nombreux qui adoptent de tels régimes. Mais aussi plus généralement, comment renverser la vapeur pour que l'info l'emporte sur l'intox. Alors je rappelle que vos questions sont les bienvenues sur Twitter, #SereinsLive. Pour ouvrir cette discussion, je vous propose de retrouver le docteur Francis Abramovici. Il nous explique comment il réagit face à certaines idées reçues. Le cabinet médical, c'est le lieu de parler de l'intimité des gens et de leur vie de tous les jours et de leur alimentation, bien entendu. Ça a deux inconvénients. C'est un, que ça prend du temps. Et donc, il faut quand même avoir le temps. Et en médecine générale, nous avons aujourd'hui un problème de temps. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est que si les gens viennent me demander conseil pour ça, je vais leur donner l'état de la science, l'état du bien-être qu'ils peuvent en apporter ou en ressentir, et puis les aider à faire leur choix. Mais s'ils viennent juste me dire qu'ils font comme ça, alors je rentre dans le domaine de leurs valeurs, de leurs croyances, et là, ça peut prendre un temps long qui peut mettre en péril notre relation de confiance. Nous sommes débordés d'informations, trop d'informations tue l'information. Le problème de l'Internet est un problème qu'on y trouve le meilleur et le pire. Les gens qui vont lire les messages des naturopathes, après tout, il y a peut-être des naturopathes qui sont des gens utiles, comme il peut arriver que des diseuses de bonne aventure ou d'autres pratiques aident les patients, et que si c'est aidant, pourquoi pas. Le problème des naturopathes, c'est que de toute façon, les gens qui n'ont pas senti que la science ou le médecin officiel les avait aidés vont aller chercher ailleurs. C'est sûrement médecin de le faire, et je pense que c'est important d'avoir des sites de référence, que ce soit en domaine de nutrition, en domaine de santé publique ou d'autres choses, et que ces sites de référence ou d'antibiotiques, on a eu le problème avec les antibiotiques par exemple, je pense que non seulement c'est aux médecins de le faire, qu'il faut qu'il y ait des références, que ces références, elles doivent être sur Internet, elles doivent être validées, elles doivent exister. C'est autre chose que d'aller combattre. Affirmer, poser, et qu'on puisse trouver sur Internet des sites référencés qui aient de la valeur, qui disent la limite de la connaissance et qui disent jusqu'où on sait et où est-ce qu'on ne sait pas, c'est indispensable. Ça doit exister. J'en ai besoin et je dis aux gens sur Internet qu'il y a du meilleur et du pire. Tenez, on va aller voir le meilleur ensemble. Alors Olivier Bernard, je vous fais réagir encore une fois aux propos du docteur Abramovici. On voit qu'en gros, ils font ce pas tête baissée, ils ne contredisent pas frontalement ces patients. Vous adoptez-vous la même stratégie dans votre officine? Tout à fait. Puis vous m'avez proposé la question un peu tout à l'heure. Vous disiez, est-ce qu'en disant comme le client ou le patient, est-ce que vous ne le confortez pas dans vos croyances? Mais en fait, le piège, ce serait d'arriver de front et puis de dire, ce que tu penses, c'est pas vrai. Moi, j'ai la science, je connais la science et moi, je te dis que c'est faux. Les gens ne répondent pas très bien à ça, puis je ne pense pas que personne ici répond bien à ça non plus. Un des problèmes auxquels on fait face en ce moment, c'est qu'il y a une forme de méfiance qui s'installe par rapport au système de santé en général, par rapport aux professionnels de la santé. Puis les professionnels de la santé ne sont plus la source numéro 1 d'information maintenant. On a l'Internet, comme on le mentionnait juste avant. Puis l'Internet, c'est convaincant. L'Internet, c'est des histoires chocs, c'est des histoires percutantes qui sont basées beaucoup sur des anecdotes qui ont beaucoup de poids. Puis ça résonne chez les gens parce que tous ces modes-là, les modes sans gluten, sans lait, etc., ça origine toutes des inquiétudes. Les gens ont des inquiétudes et puis on doit les adresser, ces inquiétudes-là, on doit les accueillir et pas les rejeter. C'est pour ça que vous avez créé votre blog, parce que vous vous êtes rendu compte finalement que dans le cadre de l'officine, dans cet espace-là, vous ne pouviez pas répondre à ça. C'est plus facile finalement, entre guillemets, sur Internet? On peut le faire à l'officine, mais c'est très difficile, c'est très demandant, c'est très exigeant. Et puis, il faut le faire aussi d'une façon qui est peut-être un peu différente. Donc, souvent, les gens ont l'impression que les professionnels de la santé sont un peu déconnectés de leur réalité, qui ont un discours vieillot, un discours dépassé, qui ne parlent pas leur langage. Puis ça, je pense que c'est important qu'on s'ajuste, nous aussi, qu'on se modernise comme professionnels de la santé. C'est un peu plus facile à faire sur le web qu'en vrai. C'est plus facile, par exemple, d'utiliser l'humour. De parler de soi-même aussi, de montrer sa propre vulnérabilité, de faire preuve d'autodérision. C'est plus facile à faire sur le web que de faire en vrai, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est faisable dans toutes les facettes de notre travail. Est-ce que c'est efficace l'humour? Est-ce que vous avez pu constater que vos messages passaient finalement? C'est extrêmement efficace. Puis en fait, c'est pas l'humour nécessairement
mais c'est les émotions, parce que c'est ça que les gens recherchent après tout. Quand vous allez sur Internet, vous lisez justement des sites de simili-propagande, c'est uniquement des arguments basés sur l'émotion. Ouais. On a rarement des discours vraiment rationnels sur le gluten, sur le lait. On a parlé des vaccins tout à l'heure. C'est des arguments émotionnels où on appelle à des choses qui sont très personnelles, qui nous font peur. Donc, je crois qu'on doit utiliser les mêmes moyens, mais d'une façon qui est positive. Donc, ça peut être l'humour, ça peut être des anecdotes qui nous touchent, ça peut être des histoires qui peuvent être tristes même parfois. Mais je crois que quand les gens, on est capable de toucher leurs émotions d'un certain point, on vient chercher quelque chose de plus. Je pense qu'après l'information plus théorique, elle entre beaucoup plus facilement par la suite. Est-ce que vous pensez quand même, professeur Jean-Michel Le Saffre, que dans le cadre contraint un peu d'une consultation, le professionnel de santé, il doit quand même s'attaquer aux idées reçues? Est-ce que c'est son rôle? Je pense qu'il doit faire preuve de pédagogie, il doit expliquer, il ne doit pas imposer, parce que ce n'est pas en imposant qu'on va réussir à convaincre. Je partage tout à fait votre façon de faire. Je pense qu'il faut aussi parler de soi, il faut... Il y a toujours une petite part de vérité dans les problèmes que les gens ressentent, et puis on est là pour les accueillir. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit quand même clair, franc sur nos convictions, qui sont basées aussi sur des données scientifiques. Donc moi, je suis un peu plus prudent que Abramovici, que je connais bien, qui, lui, dit finalement, le patient, je vais m'accommoder, il va s'accommoder à moi, il ne faut pas trop le déranger. C'est un danger, parce que on peut aussi finalement cautionner des choses. Moi, quand je vois des gens qui font des régimes, je vois de plus en plus de gens âgés, de 75 ans, qui se mettent à supprimer des aliments, mais vraiment en vrac, mais c'est dramatique. Je leur dis franchement. Mais bien sûr, il faut le dire à la fois avec force, mais à la fois avec douceur. C'est évident. Gérald Bronner, vous disiez tout à l'heure que ça ne nous avait pas échappé, il y avait la révolution avec l'arrivée des réseaux sociaux et d'Internet. On a vu que ça permettait de diffuser effectivement ces idées fausses. Est-ce que vous croyez que ça peut être aussi le lieu où on corrige, où on fait passer des messages de santé publique? Non, mais c'est le cas, déjà. Évidemment, c'est ça le problème. C'est la question de la visibilité du message. C'est pour ça que l'humour est une des façons de répondre. Et le blog d'Olivier Bernard est vraiment excellent de ce point de vue. Et pourquoi c'est une façon de répondre? Ce n'est pas une façon de convaincre, je crois. Je serais un peu plus pessimiste. Je pense que quelqu'un qui est convaincu, par exemple, que ceci est dangereux, va être éventuellement blessé par votre humour. Mais en revanche, donc il ne va pas être forcément convaincu par l'argument de l'humour. Mais ce que permet l'humour, c'est de rendre votre message viral, c'est de donner une grande viralité. Parce que ce qui compte, c'est quand même un peu un bras de fer qui est en train de se nouer sur cet espace de l'information qui est relativement anarchique. Donc la question est de savoir, puisqu'il y a une dérégulation du marché de l'information, c'est de voir qui va l'emporter. Est-ce qu'on peut compter, par exemple, si on a beaucoup d'espoir et qu'on est très optimiste, on se dit finalement le vrai va finir par l'emporter, le vrai, le mieux argumenté. J'aimerais le croire, mais j'ai des doutes. Peut-être est-ce vrai à long terme, ça je n'en sais rien. À court terme, en tout cas, ce n'est pas forcément ce que j'observe, parce que précisément, si l'humour peut être très viral, la peur, la surestimation des risques, la prise en compte des coûts plutôt que des bénéfices d'une proposition alimentaire sont aussi très viraux, eux aussi. Ces propositions sont dotées d'une grande viralité. Donc, dans ce marché dérégulé, en effet, il faut, là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il ne faut pas rompre le dialogue. Rompre le dialogue, chercher la confrontation, c'est certainement pas comme ça que vous allez convaincre. Mais en revanche, il ne faut pas non plus mettre en effet son drapeau dans la poche. Il n'y a pas de raison de faire croire, de laisser un individu s'enfermer dans une croyance qui est fausse. En fait, il faut qu'il sache qu'il existe des alternatives à la façon dont il voit le monde. Mais comme vous dites tout à l'heure, vous l'avez mentionné un petit peu, c'est-à-dire que quand une idée commence à s'installer, une idée fausse, il faut déployer encore plus d'énergie pour la contrer. C'est beaucoup plus difficile de contrer quelque chose qui s'est installé que de diffuser une idée au départ. Ce qui est très important, c'est qu'une idée, on va dire, vraie ou en tout cas mieux argumentée existe déjà et qu'elle soit disponible. Le problème, c'est que ce qu'on constate sur ce marché, c'est qu'en quelque sorte, ceux qui sont les plus motivés, et malheureusement ce sont souvent les croyants et les militants, réussissent à instaurer dans cet espace dérégulé ce que j'appelle des oligopoles cognitifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement des formes de domination
dans l'espace, parce que cet espace est libre, et donc en fait il n'y a pas de chaise vide. Si vous laissez une chaise vide, quelqu'un viendra prendre la place. Et le problème, c'est que si vous ne croyez pas, par exemple, que ceci est dangereux ou cela, vous n'êtes pas un professionnel, pourquoi est-ce que vous iriez consacrer une partie de votre temps à aller lutter sur les réseaux sociaux, à faire ce que fait le pharmacien sur son blog, etc., etc. Donc en fait, toutes les formes de despotisme, si le mot n'est pas trop fort, savent toujours profiter de l'apathie des gens de raison et des gens de bien. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la dérégulation du marché de l'information, c'est un outil formidable Internet. Le problème, c'est que les gens de raison n'ont pas pris toute leur place dans l'espace public. Alors justement, c'est une bonne remarque que je voulais vous poser, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle... Comment on fait parler cette majorité silencieuse? Parce que finalement, ok, on entend parler de ceux qui sont contre le gluten, contre le lactose, qui mènent des combats, mais une majorité de gens n'ont pas éliminé et ne s'expriment pas. Comment on fait pour faire ressortir ceux qui finalement croient à ces régimes Il ne faut pas opposer les choses entre des croyances contre d'autres croyances, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. En fait, il y a des croyances d'un côté, et puis il y a la science qui oscille, qui progresse. Il y a des choses qu'on savait pas autrefois et qui sont maintenant connues. Moi, je reste quand même assez modeste sur nos connaissances. Il faut qu'on soit très prudent dans notre connaissance. Il faut aussi peut-être qu'on fasse un peu notre truc autocritique. Les médecins, pendant longtemps, ont eu le pouvoir en disant moi je sais, j'impose et je vous dis tout. Hein. Puis en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est les opposants qui ont la même démarche très arrogante en disant mais moi, vous savez, la médecine, il ne faut pas trop y croire. Moi, je vais vous guérir. Je sais, je vais vous guérir, je guéris tout. Et justement, les autres sont des ignorants. Et il faut bien se rendre compte que quand on soigne quelqu'un, que ce soit une vraie médecine ou une pâte à médecine, il y a toujours toujours un risque de mettre la main sur l'autre, de poser la main sur l'autre en comment dire, une forme de manipulation. La nutrition, d'ailleurs, la diététique, est une forme de manipulation. Si vous voulez imposer, si vous voulez comment dire, dominer quelqu'un, vous lui imposez deux choses, un régime d'exclusion et la privation du sommeil. Il faut savoir que beaucoup de mouvements anti-lait ou anti-gluten, pas les gens, beaucoup de mouvements, sont aussi sous-tendus par des gens qui ont des idées sectaires, où c'est toujours dominer, maîtriser l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on soit. Et soyons nous aussi attentifs à ne pas avoir cette attitude arrogante de mainmise sur les gens. Gérald Bronner, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que je voulais évoquer avec vous, c'est l'industrie agroalimentaire quand même. Le marché du sans gluten, je crois qu'il a plus que doublé l'an dernier en France. Au niveau mondial, les spécialistes prévoient que ce créneau atteindra les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020. On lutte aussi contre ça. Comment on fait pour lutter contre ce phénomène-là? Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment on fait pour lutter contre ce phénomène-là. Ce qui est évident, c'est que ceux qui croient, qu'ils viennent de groupes sectaires ou autres, que je dirais, l'économie de marché va avoir à souffrir de la promulgation de ce type de régime se trompent complètement. S'il y a bien quelque chose qui est vorace et qui se nourrit de tout, c'est le marché. S'il y a une demande, il y aura une offre qui se créera. Peut-être pas là où elle se créait auparavant, mais elle se créera. Et ce n'est pas du tout le genre de proposition qui va mettre en danger notre système, comme le croient certains. D'accord, ce n'est pas eux qui vont nous manipuler, eux ils vont surfer sur la vague, c'est ça que vous nous dites globalement. Ce sont des professionnels qui vont offrir ce qu'on leur demande. Les supermarchés étant la meilleure, c'est pas par compulsion idéologique que les supermarchés proposent des rayons anti-gluten ou bio, etc. Je pense que c'est simplement parce qu'ils ont pressenti qu'il y avait une demande forte et ils sont là pour répondre à cette demande. Olivier Bernard, en préparant cette émission, on a évoqué ce qu'on disait tout à l'heure, cette majorité silencieuse des gens qui finalement ne sont ni opposés au gluten, mais qu'on n'entend pas finalement. Et vous me disiez, j'aimerais que vous évoquiez ça, il y aurait une nouvelle forme de militantisme à inventer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça veut dire quoi concrètement? Une nouvelle forme de militantisme? Bien, en fait, il y a quelque chose de vraiment important qui a été mentionné tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, vous disiez, on parlait de convaincre. Il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre. D'accord? Ça, c'est vraiment, c'est la première chose qu'on doit réaliser. Puis quand on est sur le web, on s'en rend compte instantanément. Mais ce n'est pas à ces gens-là qu'on s'adresse. On s'adresse vraiment aux gens qui sont, moi je les appelle sur la clôture, là. Donc des gens qui sont un peu entre les deux. Donc, qui ne savent pas vraiment de quel côté ils penchent. Ça peut être des parents qui sont inquiets pour leurs enfants, par exemple. Puis moi, c'est ça que je vois. C'est vraiment une minorité, les gens qui sont durs, qui croient dur comme fer à telle chose. Puis souvent, quand on creuse un peu, c'est pas juste le lactose, c'est pas juste le gluten, c'est aussi plein d'autres croyances un peu étranges. C'est ces gens-là qu'il faut allumer.
Il faut allumer ces gens-là à se battre finalement pour que la bonne information se promène un peu partout. Il faut aussi allumer les gens à faire attention à ce qui est dit dans les médias. On n'en a pas parlé beaucoup, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans les médias. Les médias traditionnels, vous voulez Les dire? médias traditionnels, par exemple, la télé, la radio, les journaux, souvent, c'est de l'information qui n'a pas toujours été filtrée par des journalistes scientifiques. Et puis, on voit toutes sortes d'absurdités dans les médias. Puis encore là, les gens croient que c'est vrai. Donc, à un moment donné, je crois qu'on doit donner les outils aux gens pour qu'ils soient capables eux-mêmes de différencier un peu le vrai du n'importe quoi ou qu'est-ce qui est douteux puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Très bien. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion. Et en fait, encore une fois, lors de la préparation de l'émission, je reviens vers vous, Olivier Bernard, vous m'avez confié, concernant l'alimentation, nous sommes en train de perdre la bataille. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez finalement que ces promoteurs de régimes miracles vont gagner? Moi, je suis persuadé qu'un des gros problèmes, c'est que les professionnels de la santé ont peur. Ils ont peur de se prononcer, non seulement en personne. Donc, ils ont peur d'être, comme vous disiez, Dr. Lessard, tout à l'heure, d'être très direct, en fait, ou d'être sûr de leurs convictions. On dirait qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur d'émettre des opinions fortes. Ils ont peur de se prononcer dans les médias. Ils ont peur de se prononcer sur le web aussi. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est d'autres personnes qui prennent notre place. Puis comme on est à l'ère de tout le monde est un expert, mais ce n'est pas toujours les personnes les mieux placées qui prennent notre place. Donc, je crois que les professionnels de la santé doivent définitivement combattre la mauvaise information un peu partout, en vrai, sur le web, dans les médias. Professeur Le Cerf, optimiste, pessimiste, vous, sur cette bataille, si on peut dire? J'aurais un fond d'optimisme quand même, parce que manger quand même, c'est autrement plus sympa que ces histoires de gluten et de lactose. Ouais. Et donc, globalement, les gens, ils vont exprimer des choses comme ça, mais ils en ont marre en fait, c'est compliqué, c'est pas rigolo. Ouais. La fois dernière, j'étais à Milan à l'exposition universelle, j'ai mangé avec des Américains. La première Américaine, elle dit « moi je suis au régime sans lait ». « Ah bah j'y sais très bien ». Le deuxième Américain dit « moi je suis au régime sans gluten ». Eh bien moi, qu'est-ce que je fais? On n'a pas pu manger ensemble. On ne peut pas manger ensemble, c'est impossible, parce que le serveur, il ne sait plus où donner la tête. Et donc, moi je pense, si vous voulez, qu'il ne faut pas oublier que notre alimentation n'est pas que quelque chose qui est là au service de la nutrition nutritive, pour notre santé, certes, mais il y a beaucoup d'autres missions et de rôles à la nutrition. Il y a le plaisir alimentaire, extrêmement important. Et ça, entre nous, ça l'emporte toujours. On voyait très bien tout au début le gars qui dit moi, quand même, pain, fromage, charcuterie et vin, franchement, je ne vais pas faire l'impasse. Ouais. Et puis, il y a aussi le plaisir partagé. Donc, le partage alimentaire, ces dimensions-là, je pense qu'il ne faut pas les perdre et elles reviendront toujours en force, sauf à perdre notre âme, c'est-à-dire perdre notre dimension humaine de l'acte alimentaire. Et vous, Gérald Bronner, vous avez l'air de dire quand même que vous étiez plutôt pessimiste tout à l'heure. Je suis une nature optimiste, mais en même temps, je crois que l'histoire n'est pas écrite. Ça va dépendre exactement de ce qui va se produire et entre autres choses de ce qui a bien été dit, c'est-à-dire de la possibilité de susciter ou pas une nouvelle forme de militance. Chez les citoyens ordinaires, sans aucun doute, on va dire de raison un peu éclairée, mais peut-être qu'il faudrait une avant-garde en quelque sorte. Et dans les domaines de santé, oui, où sont les professionnels de santé? Je sais qu'il y en a qui se battent sur le terrain, sur les réseaux. Ce n'est pas forcément fonder une association, c'est consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure par semaine de son temps à aller défaire un certain nombre d'idées reçues. Oui, ça va dépendre de ça. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je tiens à dire un grand merci à nos invités qui, je l'espère, je suis sûre même, vous ont apporté un éclairage, mais aussi des clés pour agir. Merci aussi à nos partenaires médias, Kinésithérapie Scientifique, premier site et premier mensuel de kinésithérapeutes, Kiné Actualité, premier hebdomadaire de kinésithérapeutes, et Egora, le premier média connecté des médecins. Enfin, un grand merci au Tank, ce très bel espace de coworking qui nous a accueillis aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pourrez revoir cette émission sur le site serein.org à partir du 2 juillet et vous pourrez y retrouver toutes les références des études que nous avons évoquées, mais aussi des livres de nos invités. En attendant, bonne soirée à tous et surtout, bon appétit.